Eh bien, dans cette vidéo, je vais innover par rapport à mon habitude, puisque d'habitude, je commençais par présenter l'introduction de la vidéo, et ensuite je vous salue. Et bien là, je vais faire l'inverse, je vais commencer par vous saluer, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puisqu'il y a à peu près 5 semaines que je n'ai pas mis de nouvelles vidéos en ligne. Et puis c'est le nouvel an, donc il faut aussi que je vous souhaite que je vous exprime mes vœux. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Question Finance. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous souhaite à tous la meilleure année 2025 possible sur tous les plans, du moins sur les plans qui comptent pour vous. Et c'est pour moi l'occasion de saluer et de remercier de leur fidélité les différentes populations qui suivent ma chaîne. Question Finance n'a pas simplement une audience nationale, c'est-à-dire auprès des Français de toutes origines, mais elle a également une audience dans les pays francophones périphériques, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, mais ce n'est pas fini. Vous êtes de nombreux au Canada à me suivre, notamment au Québec, bien évidemment, et puis également dans les pays francophones d'Afrique. Et pays francophones d'Afrique, c'est une formule, mais derrière cette formule, il y a de nombreux pays. Sachez que je suis très flatté et très heureux de votre fidélité et de la confiance que vous m'accordez. Je tenais à vous le dire à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer à nous intéresser à ce que j'ai appelé l'histoire du système qui a cassé la France depuis 50 ans. En fait, ceux qui, comme moi, ont connu ce qu'était la France il y a une cinquantaine d'années, ne peuvent qu'être frappés par le déclin de notre pays dans tous les domaines. Et donc en être affectés, et à partir de là, essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. En repassant le film des décennies passées, film que je vais vous résumer dans cette vidéo, j'ai mieux compris ce dont j'étais le témoin en temps réel, sans toujours me rendre compte en temps réel ce qui se passait vraiment, quel était le sens des événements dont j'étais contemporain. Et ce qui m'est apparu, c'est que ce système qui a cassé la France a opéré dans le cadre d'une stratégie en 2 temps. La première partie, c'est la destruction, ça a été la destruction de la puissance française, c'est-à-dire le démembrement de l'État et la désindustrialisation sur la période 1974-2012. C'est la durée de cette première partie. Et pour ça, il faut rappeler ce qu'était la France il y a 50 ans. Donc au milieu des années 1970, la France était la 4e économie mondiale, elle talonnait l'Allemagne, elle était même en train de rattraper l'Allemagne. C'est-à-dire que si les choses avaient continué sur leur tendance, elle aurait dépassé l'Allemagne, malgré une différence de population d'environ 20% au détriment de la France. Cette puissance économique et industrielle, ajoutée à sa force de frappe nucléaire indépendante et à son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, en faisait le leader incontesté de l'Europe, loin devant l'Allemagne. À cette époque, le président français ne prenait pas ses ordres à Washington, et les grandes orientations de la politique économique de la France n'étaient pas décidées par la Commission européenne, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui. Avec ses atouts et son rayonnement diplomatique, la France était la 3e puissance mondiale, derrière les États-Unis et la Russie. Alors certes, elle ne jouait pas exactement dans la même cour que les États-Unis et la Russie. En réalité, les États-Unis et la Russie ne jouaient pas non plus dans la même cour l'un que l'autre. La plus grande puissance était réellement les États-Unis. La Russie ne faisait jeu égal que du point de vue militaire et du point de vue de la recherche spatiale et militaire. Par contre, du point de vue économique, elle était loin derrière. Autrement dit, je vais vous raconter dans cette vidéo et la suivante comment un pays passe en 50 ans de 3e puissance mondiale avec un État sans dette à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire la 10e économie mondiale et la 25e économie en termes de PIB par habitant, autrement dit de richesse par habitant, c'est-à-dire que nous ne sommes plus vraiment un pays riche, et malheureusement affligé d'une dette de l'État qui fait 120% du PIB, et comment on passe du stade de pays souverain à vassal des États-Unis sous l'autorité de l'Union européenne. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les ménages qui veulent se préparer aux troubles dans lesquels entre la France, j'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile,
Il contient les informations essentielles pour protéger notre patrimoine et avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Donc cette remarque importante, du moins pour vous, étant faite, revenons au parcours de la France. Beaucoup de changements, certes, sont survenus dans le monde depuis 50 ans, et on pourrait, à première vue, penser que le déclassement actuel de la France est la conséquence naturelle de la mondialisation et de la délocalisation de nos industries qui l'a accompagnée. C'est en partie juste. La mondialisation a joué un rôle délétère pour l'économie française, mais un tel déclin en seulement 50 ans n'est pas seulement et ne peut pas être seulement le résultat d'une évolution de l'environnement économique mondial, même d'une évolution défavorable. Seul peut expliquer un tel parcours, et c'est ce que cette vidéo va vous montrer, c'est une suite de décisions politiques et leurs conséquences économiques fondamentalement néfastes qui ont cassé la puissance montante de la France. Ces décisions ont servi et servent encore un objectif poursuivi inlassablement depuis 50 ans, qui est d'abaisser la France pour rendre possible la création d'une Europe fédérale sous la domination américaine. Alors je réponds à la question avant même que vous vous la posiez. Pourquoi une Europe fédérale dominée par les États-Unis nécessite-t-elle d'abaisser la France? Bien, la réponse est parce que la troisième puissance mondiale, farouchement indépendante, était trop grande pour entrer dans le rôle, dans la peau d'un État fédéré, vassal des États-Unis. Il fallait donc lui rogner très sérieusement les ailes, et à proprement parler, la casser. Les problèmes, disait Staline, ont un nom et un prénom. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire dans cette partie, parce que derrière les décisions, il y a des hommes. On connaît les figures politiques du devant de la scène, mais tel l'arbre qui cache la forêt. Derrière eux, il y a presque toute la classe politique, les milieux d'affaires et financiers, et une bonne partie des intellectuels, toujours vulnérables aux idéologies, et aussi des médias qui sont indissolubles de cet ensemble. On peut aussi appeler cet ensemble le parti de l'étranger. Ce parti de l'étranger qu'on retrouve tout au long de l'histoire de France. Donc cette histoire commence en 1974 avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République. Mettons l'événement dans l'ordre, en fait elle commence le 2 avril 1974 avec la mort prématurée du président Pompidou. Émergent alors trois candidats majeurs à la présidence de la République, le gaulliste, oublié depuis, mais qui était un personnage historique, Jacques Chaban-Delmas, qui fut, dans la Résistance, le plus jeune général, je crois, de l'histoire de France, qui était alors Premier ministre de Georges Pompidou, le ministre des Finances de Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, et un cheval de retour de la 4e République, un certain François Mitterrand. Ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre de cette année 1974, c'est la mise au point de la stratégie qui, depuis, a toujours permis l'arrivée au pouvoir en France de politiciens choisis par l'oligarchie européiste, ce parti de l'étranger que je viens de vous décrire. On remarque tout de suite que des trois principaux candidats à la présidence de la République de l'époque, il y en a un seul, Jacques Chaban-Delmas, qui soit supposé s'inscrire dans la continuité de l'œuvre du président de Gaulle et Pompidou, lesquels ont à leur actif d'avoir mis la France à la 3e place des puissances mondiales. Ce n'était pas rien. Ce que les Français de l'époque n'ont pas vu ou compris, c'est qu'au-delà des catégories sociologiques différentes que représentaient les candidats Giscard et Mitterrand, les deux hommes avaient en commun une caractéristique essentielle. Tous deux étaient déjà des européistes fédéralistes, mais l'un comme l'autre, sur ce sujet, avançait masqué. Alors pourquoi avançait-il masqué? C'est parce qu'à l'époque, bien que l'idée européenne fût très populaire en France, il y avait dans l'opinion publique certainement très peu de gens qui souhaitaient une Europe fédérale. Pour la plupart des Français, l'Europe c'était une
C'était ce qu'on leur avait vendu, c'est-à-dire c'était en fait une association des pays européens qui, au lieu de se faire la guerre comme ils l'avaient fait pendant des siècles, avec les catastrophes que ça avait amené, allaient coopérer, mais chacun respectant ses intérêts. Autrement dit, c'était une coopération intelligente entre pays européens. Et donc à l'époque, les fédéralistes, ceux qui avaient des projets fédéralistes qui seraient amusés à le déclarer, auraient probablement été mis hors jeu. D'où le silence prudent que Giscard et Mitterrand observaient à ce sujet. Compte tenu des arrière-pensées de ces deux candidats, l'important était là, et il n'était pas dans l'affrontement gauche-droite qu'ils étaient censés incarner, et qui polarisait totalement le corps électoral, comme avant. Déjà en 1974, le vrai sujet de l'élection était donc l'indépendance de la France, comme De Gaulle l'avait d'ailleurs expliqué quelques années plus tôt. Mais les électeurs n'avaient aucune conscience que leur vote était le premier d'une série qui livrerait la France au pouvoir de la Commission européenne et, du même coup, la priverait de son indépendance. Encore une fois, on va revenir à De Gaulle, on ne peut se rappeler de l'avertissement de Charles de Gaulle à l'occasion du référendum qu'il soumit aux Français en 1969, avant de le perdre et de démissionner. Cet avertissement était le suivant, je vous le dis de tête, mais je l'ai retenu par cœur. Jamais le vote de chacun et de chacune de vous n'aura pesé aussi lourd. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il annonçait que s'il perdait le référendum, il quitterait le pouvoir, ce qu'il a fait immédiatement, et qu'il serait progressivement remplacé par un retour des hommes de la 4ème République, ou en tout cas de ceux qui s'inscrivaient dans cette ligne-là, et que ces hommes, et que derrière ces hommes, il y avait le projet européen, et que derrière le projet européen, il y avait la domination américaine. La suite lui a donné totalement raison. Souvent, l'opinion publique en France, et dans d'autres pays, a une époque de retard dans ses analyses politiques. Surtout quand les leaders politiques lui mentent sur la situation et sur leurs objectifs véritables. Ce n'est que de nombreuses années plus tard que les rivaux de 1974 ont montré que leur objectif était la construction d'une Europe fédérale. Un jour, dans les années 1990, Mitterrand, alors président de la République, l'avoua, tout simplement, je crois, au cours d'une interview à la presse. Quant à Giscard, après sa défaite au présidentiel de 1981, où il fut donc remplacé par Mitterrand, il consacra, vous vous en rappelez peut-être, son temps en partie à s'occuper de son mandat local, du canton, enfin bon, peu importe. Ça n'a pas d'importance, mais c'est lui qui prépara le projet du traité constitutionnel que le président Chirac essaya de faire adopter par référendum en 2005. Revenons en 1974. C'est Giscard qui gagna la présidentielle. Sa grande affaire fut tout de suite le rapprochement avec l'Allemagne, illustré par sa proximité personnelle avec le chancelier Helmut Schmidt, habilement mise en scène à l'époque. En apparence, l'idée de relation la plus saine possible entre les deux piliers européens, la France et l'Allemagne, ne peut être que bénéfique pour les deux pays et pour l'Europe. Mais l'objectif véritable de Giscard allait beaucoup plus loin. Alors je ne sais pas quel était l'objectif de Schmitt. Je pense qu'à l'époque, on n'était pas si loin que ça de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Schmitt, qui était un ancien capitaine de l'armée allemande sur le front de l'Est, avait donc vu de ses yeux et dans sa chair ce que signifiait la guerre en Europe. Et je pense que Schmitt adoptait une attitude très prudente. Il avait aussi conscience de ce qui était encore quand même la faiblesse de son pays, même si c'était la plus grande économie d'Europe à l'époque, en tout cas de ce qui était la faiblesse politique et diplomatique de l'Allemagne. Donc il laissait faire le leader naturel qui était la France et son président. Mais l'idée de Giscard, c'était, on l'a découvert plus tard, c'était de faire converger les devises des deux pays, et on comprendra encore plus tard pourquoi. Et on crée alors à cet effet ce qu'on a appelé le SME. Dans un premier temps, ça signifiait serpent monétaire européen, et puis ce serpent, pour des raisons techniques qui ne sont pas l'objet de cette vidéo, fonctionnant pas très bien, on est allé un petit peu plus loin, on est passé au système monétaire européen, toujours le SME, qui sont techniquement les deux ancêtres de l'euro. Et on peut dire, rétrospectivement, que c'est à partir de là que la construction européenne se fit sur le sacrifice systématique
des intérêts de la France, et on peut même ajouter au profit de l'Allemagne. La raison en est que rapprocher le franc et le Deutschmark ne pouvait que se faire en renforçant le franc. Évidemment, on ne pouvait pas baisser la puissance du Deutschmark, il aurait fallu pour ça que l'économie allemande fasse une espèce de mini-sabordage. C'était évidemment impensable. Tandis que renforcer le franc, de prime abord, ça pouvait paraître favorable à la France. Malheureusement, d'un point de vue technique, et ça Giscard ne pouvait pas l'ignorer, vu qu'il était ministre des Finances et brillant polytechnicien, le renforcement du franc face au Deutschmark signifiait l'affaiblissement progressif de l'industrie française à l'export. Et au bout du processus, il y avait le début de la désindustrialisation de la France. Et c'est bien ce qui se passa. En 1981, exit Giscard et les Français élirent Mitterrand. Ils pensaient opérer une rupture historique. À gauche, on invoqua les mannes de Jaurès et de Blum. Et à droite, on voyait déjà les 40 000 chars de l'armée soviétique déferler jusqu'à Paris. Rappelez-vous que Mitterrand était arrivé au pouvoir dans le cadre de la fameuse Union de la gauche, c'est-à-dire un mariage avec les communistes, qui a entraîné d'ailleurs dans les années qui ont suivi, on peut dire, le quasi-anéantissement du Parti communiste. Mais dans l'opinion publique, et de droite en particulier, les communistes étaient toujours très forts, ils avaient vocation à bouffer les socialistes, ce qui montre encore une fois que les citoyens, l'opinion publique a toujours au moins une époque de retard par rapport au réel. Donc les deux étaient totalement à côté de la plaque. En réalité, sans en avoir idée, ils s'enfonçaient davantage sur le chemin du sabordage de la France au profit du projet d'Europe supranationale et antidémocratique par nature, qui est donc l'exacte antithèse de la nation française démocratique. Mais mot à mot, supranationale, dont De Gaulle disait que ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a rien au-dessus des nations, en tout cas supranationale, ça s'oppose clairement à national, à nation, et antidémocratique, ce qu'est l'Europe, tout le monde peut le constater aujourd'hui, eh bien c'est l'opposé de démocratique. En ce début des années 1980, excepté les esprits politiques les plus lucides, personne n'en avait conscience. C'est en 1992 que le traité de Maastricht vient couronner cette longue marche avec la création de l'Union européenne et de l'euro. Désormais, l'essentiel du pouvoir qui s'exerçait en France ne venait plus de Paris, mais de Bruxelles et de Francfort. Bruxelles pour la Commission européenne, c'est-à-dire le pouvoir politique, et Francfort, la Banque centrale européenne, le pouvoir monétaire et financier. Notons, ironie symbolique entre le nom de Francfort, qui est la ville où siège la BCE, et l'expression « le franc fort », qui était donc la politique, qui avait commencé avec les deux SME dont je vous ai parlé, et qui s'est achevée avec la création de l'euro. Donc cette politique du franc fort, ça désigne la mutation qui a rendu la monnaie de la France trop forte et provoqué notre déclin économique permanent. Je vous ai rappelé il y a quelques minutes que pendant ces années, depuis son départ de la présidence de la République en 1981, Giscard travaillait sur le projet d'un traité constitutionnel pour parachever la création d'une Europe fédérale. Et ça, même ceux d'entre vous qui ne sont pas les plus vieux, ou qui sont même les plus jeunes, se rappellent que c'est en 2005 que les Français, à l'initiative du président Chirac, eurent à se prononcer par référendum, qui fut d'ailleurs le dernier en date de la Ve République, et ils refusèrent ce traité à une majorité, non pas écrasante, mais extrêmement marquée, de 55% des voix. Donc majorité nettement supérieure, ou même pas 52% de oui, qu'il y avait eu au référendum sur le traité de Maastricht 13 ans plus tôt. Normalement, ce rejet par le peuple signifiait la fin de la marche vers le fédéralisme en Europe. Le peuple souverain avait décidé, il ne restait plus aux eurofédéralistes qu'à prendre acte et à tirer leur révérence de la scène politique. Puisque quand vous avez dédié votre carrière politique à un projet aussi bien défini et aussi fort que créer un empire, finalement. L'Europe fédérale, c'est un empire. Et si vous êtes désavoué par le peuple, dans un contexte où le peuple est censé être encore le souverain, eh bien vous n'avez plus qu'à faire vos bagages, et à ne plus jamais réapparaître sur la scène politique.
Et vous vous en souvenez à coup sûr, 2 ans plus tard, en 2007, le nouveau président, Nicolas Sarkozy, prit l'initiative de faire ratifier par le Parlement réuni en congrès à Versailles une nouvelle version du traité constitutionnel, devenu le traité de Lisbonne. En tout cas, ce n'est contesté par personne, ni par les européistes, ni par les nationaux, les anti-européistes, les patriotes, que, effectivement, les deux traités étaient extrêmement proches l'un de l'autre. Alors, faire ratifier le traité de Lisbonne par le Congrès, c'est légal, c'est prévu dans la Constitution, mais le fond était radicalement contre l'esprit de la Constitution de la Ve République, qui fait du référendum la source ultime de la légitimité. J'ai employé le mot rétrospectivement pour la deuxième fois de cette vidéo. Ce fut un retour des journées de juin 1940, où le Parlement, quasi unanime, donna au maréchal Pétain les pleins pouvoirs pour demander l'armistice à l'Allemagne. Ce qui signifiait alors abdiquer l'indépendance de la France sous l'effet de la panique et pour défendre leur petite place et éventuellement pour sauver leur peau. C'est en cela que 2007 est une date de l'histoire de France. Et elle est malheureusement passée largement inaperçue dans la population, y compris de ceux des Français qui avaient été contemporains de 1940. Alors probablement cela a échappé à la population, parce que le contexte n'était pas celui d'une dramatique défaite militaire, et parce qu'il n'y avait aucune grande voix, comme ce fut le cas en 1940 avec De Gaulle, pour dire la vérité au peuple. Pour moi, et je ne suis pas seul à le penser, la Ve République est morte ce jour-là. C'est cette forfaiture, pour ne pas dire plus, parce qu'en disant plus, je pourrais être poursuivi pour diffamation, qui est le point de départ de l'effondrement progressif de la démocratie et de la légitimité du système politique et du gouvernement. C'est à partir de ce moment que les gens ont constaté que les élections devenaient de plus en plus une mascarade, un simulacre de démocratie, et ce que beaucoup résumaient par la formule, on vote, on change les responsables, mais ça ne change rien. Oui, ça ne change rien, puisque tous étaient dans le même système. Mais beaucoup n'ont pas compris pourquoi c'était comme ça. Ils n'ont toujours pas compris. C'est depuis le viol du référendum de 2005, les gouvernements qui se sont succédés, tous complices du traité de Lisbonne, gouvernent contre la volonté du peuple. Puisqu'ils continuent à aller, et de plus en plus, dans le sens du traité de Lisbonne, dans le sens de ce qui a été décidé dans le traité de Lisbonne, alors que le peuple a dit non. C'est ainsi parce que, avec le traité de Lisbonne, l'essentiel du pouvoir a été transféré à la Commission européenne et son président, bon actuellement sa présidente, Madame von der Leyen. En 2017 survient la nomination déguisée en élection de Macron à la présidence de la République. Les étapes déroulées depuis 1974 ont privé la France des principaux attributs qui en font un État. Il faut les rappeler, quels sont ces attributs: battre monnaie, ou contrôler la Banque centrale, ce qui n'est pas le cas, puisque, vous le savez, la Banque centrale, c'est la Banque centrale européenne, enfin, la Banque de France existe toujours, mais ce n'est pas elle qui commande, c'est la Banque centrale européenne, et la monnaie qui s'appelle l'euro n'est pas une monnaie française, c'est une monnaie partagée. Donc la France n'a plus son pouvoir monétaire. Elle ne peut que mettre son grain de sel dans les délibérations de la Banque centrale européenne. Voilà, c'est tout. Décider de la paix et de la guerre, mais on voit avec la guerre en Ukraine que le gouvernement suit en réalité fidèlement les décisions des Américains, c'est normal. La France est un État vassal des États-Unis, et c'est ainsi grâce à l'Union européenne qui est sur le chemin, qui est l'étape sur le chemin de la vassalité entre le pays indépendant, qui était la France, et l'État vassal des États-Unis, qu'elle est aujourd'hui. La France est sous l'autorité de l'Union européenne, qui elle-même est vassale des États-Unis. Donc par transitivité, elle est vassale des États-Unis. Autre attribut de la souveraineté, rendre la justice. Pas allusion là aux faits divers quotidiens qui montrent en fait dans quel état de délitement est la justice française, mais là, c'est effectivement en France que ces choses se décident. Mais je pense surtout aux traités auxquels nous avons adhéré, qui privent les tribunaux français de pouvoir. Par exemple, on ne peut pas expulser les migrants, on ne peut pas expulser
les délinquants, on peut pas, enfin bref, on peut expulser personne. Par décision, en fait, que la France soit signataire de la CEDH, que la France participe à la CEDH, c'est-à-dire à la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis il y a d'autres choses, me semble-t-il. Alors, sauf erreur, la CEDH ne fait pas partie des traités de Maastricht, c'est quelque chose qui est à côté, mais on reste quand même dans la nébuleuse de l'appartenance à l'Europe, et c'est-à-dire du transfert de souveraineté, d'une souveraineté nationale vers quelque chose autre, on veut dire supranational. Pour l'économie, les grandes orientations sont fixées par l'Union européenne, ce sont les fameuses GOP, et pour le financement de l'économie et de l'État, c'est la Banque centrale européenne qui a le pouvoir. On voit à quel point la puissance française a été réduite, et à quel point l'État a été démembré dans ses attributions, mais ça ne suffisait pas. L'étape ultime, c'est, à partir de maintenant, enfin à partir de ce stade, c'est la liquidation du pays. Et c'est la mission qui a été confiée à Macron. On ne peut pas expliquer autrement le nombre de décisions antinationales néfastes à la France qu'il a prises, et à sa façon systématique de sacrifier les intérêts du pays à ceux de l'Europe, voire même des États-Unis. Il s'emploie donc à accomplir cette mission depuis 2017. Donc cette première partie est terminée. Ne manquez pas la prochaine vidéo, c'est-à-dire la deuxième partie du sujet, qui sera consacrée à la liquidation de la France de 2017 à aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi qu'une Europe fédérale ne peut se faire que sur le cadre de la France, et à quel moment vous l'avez compris. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez au pouce bleu, c'est très important, puisque vous savez que ce qui fait qu'une vidéo, qu'elle soit bonne ou mauvaise, quel que soit son sujet ou son thème, aura beaucoup de vues, donc sera largement diffusée dans le public, c'est le fait que YouTube la présente souvent. Et pour que YouTube présente une vidéo souvent, eh bien, il faut qu'il y ait des pouces en l'air, il faut qu'elle soit largement partagée sur les réseaux, donc partagez-la sur vos réseaux. Il faut également qu'elle soit soutenue par un grand taux d'abonnement par rapport à ceux qui la regardent. Or, je n'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai constaté que sur les 40 000 à peu près abonnés de cette chaîne, il y a 40 000 abonnés sur cette chaîne, ce qui est quand même pas mal, mais vous êtes beaucoup plus à la regarder, des vidéos qui ont fait infiniment plus que les 40 000 abonnés de la chaîne, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner, ce qui est dommage parce que c'est gratuit, ça coûte rien, ça prend une demi-seconde, et ça permet que les idées qui sont les vôtres, si vous regardez cette vidéo, cette chaîne, bien, soient largement diffusées. Donc abonnez-vous. Ou réabonnez-vous, puisqu'il arrive que les abonnements soient supprimés sans qu'on le sache. Le texte complet de la vidéo sera d'ailleurs prochainement disponible sur le blog questionfinance.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur le réseau LinkedIn, où j'assure une certaine présence. Et vous pouvez aussi avoir des communications beaucoup plus fréquentes avec moi en vous abonnant à la lettre Question Finance, par laquelle, 4 à 5 fois par semaine, eh bien, je vous envoie des articles sur divers sujets, bien sûr en rapport avec l'économie et la finance, voire la géopolitique. Portez-vous bien, merci de votre attention, à bientôt.